On va attaquer maintenant la troisième partie de ce module sur la genèse du Bitcoin, qui est pourquoi vous devez viser le long terme. Comme je disais, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette formation, il y a dans le monde 50 millions de millionnaires en dollars. C'est-à-dire que si à l'avenir, chaque millionnaire veut acheter son Bitcoin entier, mécaniquement, vous voyez bien qu'il n'y a pas suffisamment de Bitcoin pour que tous les millionnaires en achètent un entier. Du coup, mécaniquement, si à partir du moment où toutes ces personnes-là vont vouloir acheter du Bitcoin, la demande va augmenter et forcément la valeur d'un Bitcoin va augmenter puisqu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y en a d'autant moins assez qu'aujourd'hui, il y en a 18 millions en circulation, mais sur ces 18 millions, il y en a déjà, on estime, à peu près 7 millions qui ont été perdus. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, Satoshi Nakamoto en détiendrait 1 million sur ses portefeuilles, mais ce sont des bitcoins qui sont ils ne bougent pas en fait, ils sont fixes, ils sont sur leur portefeuille et il y a peu de chances que cela vienne à bouger. Il y a aussi beaucoup de mineurs dans les premières années du Bitcoin qui en avaient accumulé des quantités énormes sur leur disque dur, mais beaucoup d'entre eux ont perdu leur disque dur ou formaté leur disque dur parce que c'était une époque où on ne voyait pas trop à quoi pouvait servir le Bitcoin et il n'y avait pas encore d'échange. Le premier échange sur le Bitcoin a eu lieu en 2010. Mais du coup, pendant un an, il y a beaucoup de gens qui ont accumulé des quantités folles de Bitcoin. Et voilà, c'est des quantités qui ont pu se perdre dans le temps. Et une fois que vous formatez un disque dur qui contenait du Bitcoin, ces Bitcoins ont disparu à jamais. Il est impossible de les récupérer, sauf si la personne avait la clé, la graine, on appelle ça la seed. C'est une liste de 24 mots qui vous permet de recréer le portefeuille sur lequel étaient les Bitcoins. Mais on estime qu'aujourd'hui, ces 7 millions de Bitcoins sont perdus et ne seront jamais retrouvés. Donc, ça diminue d'autant la quantité, ce qu'on appelle la supply, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin en circulation. Alors, il faut savoir qu'un Bitcoin, aujourd'hui, la plus petite quantité de Bitcoin, la plus petite unité, on va dire l'équivalent du centime du Bitcoin, c'est un 100 millionième de Bitcoin, c'est-à-dire que c'est 8 chiffres après la virgule, 8 zéros après la virgule, c'est le Satoshi. Voilà. En hommage à Satoshi Nakamoto, on a appelé la plus petite unité de Bitcoin le Satoshi. Et vous pouvez en fait acheter un Satoshi aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un site que j'utilise, je vous en parlerai tout à l'heure, ça s'appelle Stackinsat. En fait, le but aujourd'hui de beaucoup de personnes, c'est pas de cumuler du Bitcoin parce que ça, forcément, à 60 000 euros le Bitcoin, il faut être sacrément riche pour accumuler du Bitcoin. Il y a des sociétés qui le font, il y a des groupes d'investissement, comme on va le voir, qui font ça. Mais pour un particulier, aujourd'hui, on vous conseille plutôt d'essayer d'accumuler des Satoshi. Et pour ça, il y a plusieurs tactiques possibles. Ça peut être d'acheter du Bitcoin, ça peut être de participer en fait soit à des concours. Dès que vous voyez quelque chose, des tirages au sort qui permettent d'accumuler des Satoshi, des jeux. Il y a des jeux vidéo aussi. On verra ça dans d'autres formations, mais aujourd'hui, j'en ai parlé si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Dans le deuxième épisode de mon podcast Explorateur Crypto, je parle du crypto gaming, c'est-à-dire que on peut aujourd'hui jouer aux jeux vidéo et en retirer un bénéfice en crypto-monnaie et échanger ça contre des Satoshi en Bitcoin ou contre d'autres crypto-monnaies. Pourquoi vous devez viser le long terme également, c'est qu'il y a beaucoup d'applications concrètes à venir dans les assurances, la santé, la logistique et la finance décentralisée notamment. Je retiens juste ces 4-là. Il y a beaucoup d'autres applications concrètes à venir. Je vais essayer de vous résumer un petit peu succinctement les applications possibles dans ces domaines-là. Pour les assurances, aujourd'hui, vous êtes assuré auprès d'une société, la Maïf, la Matmut, peu importe. C'est une société
à qui vous donnez une certaine quantité d'argent chaque mois, on va dire 100 € par mois, et en échange, cette société va vous assurer contre le risque d'accident, que ce soit en voiture, les accidents de la vie ou autre. Sauf que si vous n'avez pas besoin de l'assurance, vous payez quand même cette quantité d'argent, et c'est le cas de tous les assurés. À la fin de l'année, le bénéfice de ces assurances, il va être réinvesti dans la société ou distribué auprès des actionnaires. Et où le PDG va toucher également une forte quantité de ce bénéfice. En fait, dans les assurances décentralisées, les assurances sur la blockchain, ce que ça va proposer, c'est que à la fin de l'année, on va faire les comptes de tout ce que l'assurance, tout ce que le protocole va avoir dépensé auprès de chaque assuré. Et le bénéfice restant va être redistribué intégralement à parts égales à chaque assuré qui utilise le protocole. On est là du coup sur un système qui est beaucoup plus équitable, puisqu'il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui va se partager les bénéfices, mais les bénéfices vont être reversés intégralement à tout le monde à parts égales, ce qui fait que vous allez payer le juste prix d'une mutuelle. Une mutuelle, c'est quoi ? Vous donnez une quantité d'argent pour que si vous en avez besoin, la mutuelle vous reverse, vous paye en fait la somme dont vous avez besoin pour votre opération, par exemple, ou pour réparer votre voiture. Mais forcément, dans le lot, il y a certaines personnes qui n'auront pas besoin. Donc, on partage les coûts entre chaque utilisateur pour un besoin hypothétique. Voilà. Et du coup, ce système décentralisé permet une utilisation équitable de la blockchain, de l'assurance. En termes de santé, il y a beaucoup d'applications possibles. Je pense que je vous en ferai plusieurs vidéos, peut-être un podcast entier dédié à ça, parce que comme j'étais infirmier, c'est vraiment un domaine à part entière qui m'intéresse très fortement. Mais en gros, on va attaquer directement. Si on parle du Covid, par exemple, on a beaucoup parlé du passeport sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Mais un passeport sanitaire sur la blockchain permettrait justement une anonymisation totale de vos données de santé, et également elle vous permettrait d'être totalement maître de vos données, c'est-à-dire que mettons vous passez votre test PCR, vous êtes négatif ou vous avez été vacciné, tout ça serait sur votre passeport numérique, mais vous seul décidez de qui a accès à ces données. C'est-à-dire que même si un hôpital veut voir si vous avez été vacciné ou non, même si l'État veut savoir si vous avez été vacciné ou non, vous pouvez décider si oui ou non cette personne-là peut voir cette donnée. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec le passeport tel que le propose l'État, mais il y a quand même une anonymisation puisque les commerciaux, par exemple quand vous allez au restaurant, ils doivent scanner un QR code qui va dire si oui ou non vous pouvez accéder, vous êtes Covid négatif en fait. Mais l'anonymisation n'est pas totale. En fait, il n'y a pas une vraie... Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas vraiment anonyme puisque le nom de la personne apparaît au moment de la vérification. Alors que sur un système lié à la blockchain, étant donné que vous seul pouvez détenir le QR code que vous faites vérifier, il n'y aurait pas besoin de vérifier l'identité en fait. Avec un passeport numérique, vous avez juste à montrer le QR code, on vérifie, vous êtes négatif, c'est bon, on sait que c'est à vous puisque en théorie, personne d'autre ne peut détenir le mot de passe de votre application liée à la blockchain. Au niveau de la santé, il y a une utilisation importante de la blockchain, c'est en pharmacie. Il y a, notamment en Afrique, beaucoup de falsification des médicaments. C'est très dangereux. Il y a plus de la moitié des médicaments en circulation en Afrique qui sont des faux et qui vont soit
dans le meilleur des cas, ne pas être efficaces, et dans le pire des cas, qui vont induire d'autres maladies très importantes parfois et qui peuvent mener jusqu'à la mort du patient parce qu'il y a eu des faux médicaments en circulation qui se vendent, qui sont en vente libre en fait dans la rue. On ne s'en rend pas compte en France parce que les médicaments sont gratuits pour nous, pour la plupart. Vous avez juste à aller à la pharmacie, vous montrez l'ordonnance, on vous donne les médicaments, merci, au revoir, vous n'avez rien payé. En Afrique, ce n'est pas le cas. Et dans la plupart des pays, d'ailleurs, les médicaments doivent être payés. Ce sont des médicaments qui sont très chers pour la plupart. Et du coup, beaucoup de personnes vont les acheter dans la rue à moindre coût, mais ce sont pour la plupart des faux. Et ce que permet la blockchain, c'est de mettre un QR code sur chaque boîte de médicaments, ce qui permet de vérifier l'authenticité du médicament. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous expliquais, la blockchain, elle est infalsifiable, inviolable, donc on a la certitude que c'est un vrai médicament qui est acheté. En termes de logistique, ça se rapproche un petit peu de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on peut vérifier l'authenticité, par exemple dans l'industrie du luxe, on peut vérifier l'authenticité d'un sac à main, d'une paire de baskets Jordan. Voilà. Nike a annoncé d'ailleurs il y a 2 semaines qu'ils allaient s'intéresser au NFT, c'est une technologie liée à la blockchain. Et enfin, dans les applications concrètes, je vais vous parler de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est quoi ? C'est l'équivalent de nos banques, mais sur la blockchain. Aujourd'hui, quand vous mettez votre argent en banque, la banque, elle va le faire fructifier, elle va le faire travailler, elle va toucher 10 à 15% de rendement sur votre argent. Et vous, sur cet argent-là, vous allez en toucher 0,5, 1% peut-être. Donc, le but de la finance décentralisée, c'est de vous redonner le bénéfice de votre argent. Les rendements que vous avez en banque, comme je disais, c'est ridicule, c'est du 1%, c'est inférieur à l'inflation. L'inflation, elle est de 2% en moyenne. Comme je vous disais, même en Espagne, elle est à plus de 5%. C'est-à-dire que si vous avez un investissement qui vous rapporte moins de 5%, en fait, vous perdez du pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. Et ce que propose la finance décentralisée, c'est un protocole sur lequel vous allez déposer votre argent de façon totalement sécurisée. Et moi, si j'ai envie d'emprunter, pareil, je vais sur ce protocole, je vais faire un dépôt de Bitcoin en collatéral, ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire pour sécuriser mon emprunt. Et en échange, la blockchain va me reverser la moitié de la valeur de ces Bitcoins en dollars. Alors pourquoi la moitié ? Parce que comme ça, si la valeur du Bitcoin vient à chuter, une fois que le Bitcoin vaudra la moitié de sa valeur, la blockchain va revendre, le protocole va revendre mes Bitcoins. J'aurais perdu mes Bitcoins, mais je garde en fait les dollars qu'elle m'a prêtés. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais revendu mes Bitcoins pour la moitié de leur valeur. Alors quel intérêt par rapport à les vendre mes Bitcoins tout de suite à leur valeur réelle ? C'est tout simplement si je parie au long terme sur une hausse du Bitcoin. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision du Bitcoin sur le long terme. J'estime que dans 10 ans, peut-être que le Bitcoin vaudra 10 fois, 100 fois la valeur actuelle. Du coup, en partant de ce constat-là, je n'ai aucun intérêt à aller vendre mes Bitcoins aujourd'hui pour aller acheter une voiture, par exemple. Donc, ce que je peux faire, c'est déposer une quantité de Bitcoin, en récupérer une certaine proportion en dollars, et une fois que la valeur des Bitcoins aura augmenté dans le temps, je vais venir rembourser mon emprunt et récupérer mes Bitcoins. Et du coup, au moment où je dois rembourser mon emprunt, forcément, je vais payer une certaine quantité d'intérêt. Alors, ça peut être variable. Il y a des taux variables, des taux fixes, exactement comme à la banque. Les gens vont emprunter votre argent, ils vont reverser des intérêts en plus de rembourser votre argent au protocole et vous allez tout récupérer, plus les intérêts. Et bien entendu, cet argent-là, vous pouvez le récupérer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué sur le protocole. Après, il y a d'autres possibilités. Dans la finance décentralisée, on peut bloquer son argent pour une certaine
durée. Et en échange, on touche des intérêts également du protocole. Voilà. C'est un domaine, la finance décentralisée, qui est très vaste. Je vais faire très court là-dessus, sur ce cours-là, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'épargne Bitcoin et comment acheter du Bitcoin. Mais il faut savoir que ça existe, la finance décentralisée, et c'est quelque chose qui a explosé depuis 2020. C'est quelque chose qui a attiré beaucoup d'acteurs institutionnels, des banques, des fonds d'investissement, notamment le fonds d'investissement Grayscale, BlackRock également.